Bonjour tout le monde, bienvenue à Papercut. Cette semaine, l'épisode qu'on vous présente est à propos du film Poltergeist. Poltergeist qui est écrit et produit par Steven Spielberg et réalisé par Toby Hooper. En tout cas. Qui a été fait en 1982, qui est sorti en fait en 1982, donc on vous remet dans le contexte. 1982, Ronald Reagan est président aux États-Unis. C'est l'année où la Bud Light voit le jour et tombe sur les tablettes pour la première fois. C'est l'année où le CD est sorti pour la première fois au Japon. Les premiers compact discs se sont mis à se vendre au Japon. Yeah, it's pretty early. Ça m'a surpris moi aussi d'apprendre ça. C'est l'année où Michael Jackson sort Thriller. Ouh, et ça change sa carrière complètement. C'est aussi l'année où, grosse année de film, grosse année de film, Blade Runner, The Thing, Poltergeist, on parle de E.T., on parle... E.T. est sorti en 82 aussi? Ouais. On parle de Rambo First Blood. C'est quand même une grosse année. C'est une année extraordinairement chargée au niveau du cinéma. Et tout ça, c'est des blockbusters qui sont sortis en l'espace de quelques mois au cinéma. Maintenant, moi, j'imagine, tu sais, faut que tu fasses un choix, là, puis tu regardes, puis sur le panneau, t'as comme tous ces films-là, tu fais I don't know. Ils ont tout l'air écœurants, tu sais. Mais tu sais, je me rappelle à l'époque, tu sais, justement, dans les années 90, où j'allais souvent au cinéma, que c'était ça, tu sais, que tu pouvais aller au cinéma une fois par semaine, puis tu avais quelque chose d'intéressant à aller voir. Là. C'est pas comme aujourd'hui. C'est plus comme aujourd'hui que tu vas au cinéma, puis tu as le choix entre un film de super-héros ou. C'est la recette qui se répète. Ou un film de super-héros, tu sais. Ouais. Avant de continuer, veux-tu présenter notre invité spécial? Je présente notre invité spécial, Danny Dagenet. El Guapo. El Guapo. pour ceux qui sont déjà venus sur le podcast de Sur la route de l'horreur, l'ancienne version, Danny était présent sur quelques épisodes et entre autres est venu avec nous sur la plupart des tournages sur la série télé. Donc c'est quand même un habitué de la place. Y a-tu quelque chose que tu aimerais dire pour te présenter? Quelque chose qu'on sait pas peut-être de toi? Oh my god! Oh, you poor devil! J'ai passé beaucoup trop de temps avec Danny dans des chambres d'hôtel ou des autos ou des avions. Like, there's very little I don't know about this guy. Ok, c'est correct. Voilà. C'est correct. Okay. Mais toi, il y a plein d'affaires que toi tu sais pas. Donc tu peux-tu me dire quelque chose que tu sais pas? Pretend I'm the audience here. Je fais des excellentes nouilles asiatiques. That's true. Ok. Wow. That's it. That's it? Juste du fa, c'est ça? Je le prononce-tu bien? C'est du faux? Du fa? On m'a dit que ça se prononçait fa avec l'accent sur le O. Qui t'a dit ça? Ben, t'as-tu déjà vu des places qui s'appelaient genre fucking great? Genre, mais marqué avec le PHO, là, tu sais? Ouais. Ben, c'est ça, c'est fucking fa. Et c'est pas faux. Fucking. Ouais. Interesting. Didn't know that. OK. C'est ce qu'on m'a dit. I could completely be wrong about this, je le sais pas, mais. Alright. Parce que j'ai. Poltergeist, je vous ramène à Poltergeist. Danny, t'as-tu envie de nous résumer le film? Oui, Poltergeist, en fait, c'est l'histoire de parfaite famille américaine qui vit dans leur petit quartier, dans le fond, suburban, le petit quartier de banlieue parfait, où que tout est pareil, tout est beau, tout va bien. Fait que c'est vraiment la famille, les trois enfants, le chien, ils ont le véhicule, tout va bien. Ils regardent le football le dimanche. Puis, ils vont avoir une piscine creusée. C'est ça, la piscine creusée. American Dream, dans le fond. Et puis, soudainement, un soir, Caroline, la plus jeune des enfants, entre en contact avec des esprits. Une entité. Une entité. C'est même qu'on découvre qu'il y a plusieurs entités plus loin dans le film. Là, la maison commence à avoir des phénomènes bizarres, des phénomènes paranormaux. La petite fille finit par se faire enlever par ces entités-là et les parents décident de faire affaire avec des chasseurs de fantômes, des scientifiques qui étudient les phénomènes paranormaux et ils trouvent un moyen de traverser de l'autre côté pour aller chercher Caroline puis la ramener, tout ça. Et c'est pas mal ça. Ok, c'est drôle. Moi aussi, j'aurais pensé. Okay, c'est ça, mais c'est pas ça. C'est exact, ça continue après ça. Moi, j'ai toujours pensé qu'après après qu'il ait recherché Caroline, le film est terminé, mais il reste encore une demi-heure ou quelque chose de genre après ça. C'est vrai. Ça, c'est vraiment juste un gros élément. Alors, je suis curieux parce qu'on a parlé un peu du film avant le début de l'enregistrement, mais je vous ai pas posé la question. Toi, je le sais. Je sais pertinemment que tu adores ce film-là. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Du film ou du scénario? Mais des deux, oui, des deux. L'histoire, ouais. OK. À y penser, je pense que j'ai aimé ça. Non, mais pour de vrai, j'essaie d'être vraiment le plus objectif possible. Je me dis, OK, parce que je l'ai écouté quand j'étais jeune, on faisait des soirées d'Halloween où on restait réveillé jusqu'à comme 3h du matin avec 3 films d'horreur. Puis Poltergeist en était un, mais quand j'étais plus jeune, je le trouvais très lent comparé aux autres films d'horreur qu'on avait accès. C'était quoi, en 2000, non, même pas 1998, mettons, là, j'étais comme en 4e année, là. J'étais avec des amis. En 98, il jouait parallèlement à quoi d'autre? Qu'est-ce que t'avais d'autre comme film? Que j'avais loué? Ouais. Mettons Scream, ou genre L'Exorciste, ou genre... L'Exorciste, c'est assez lent, quoi. Ouais, ça c'est lent. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais comme, tu sais, il y avait des films dans les années 90 qui étaient juste plus rapides. Scream, les slasher movies. C'est ça, Darkness Falls, que je te parle souvent. Et on était assez avancé aussi dans la série des Freddy. C'est ça, exact, les Jason, les Killers, là. Fait que, ça, j'avais trouvé un petit peu lent. C'est sûr qu'il datait. On dirait que dans la décennie à suivre, il y a eu comme des avancements dans le cinéma qui a fait en sorte que c'était beaucoup plus enjoyable to watch, je sais pas, visuellement. Mais sinon, l'avoir réécouté maintenant, je trouve que c'était un bon film. Puis justement, le fait que le film ne termine pas quand ils vont chercher Caroline, qui aurait été une histoire, une recette d'aujourd'hui. Alors, c'est intéressant. Donc, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Ouais, vas-y donc. Est-ce que, j'en parle-tu là? D'abord, moi, ce qui me marque beaucoup avec Poltergeist, c'est le prototype des films de famille qui habitent une maison hantée. Donc, c'est l'archétype de ça. C'est un des premiers. Il n'y avait pas un Amityville avant ça. Il est venu avant. Il est venu avant, ok. Fait qu'il y a build off of it. Il y a build off d'un paquet d'affaires aussi. Je vais le dire tout de suite, la patte de Spielberg est plus prononcée en ce qui me concerne dans le film que la patte de Toby Hooper. Bon, il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord, mais c'est ça qui est tout l'univers et toute la facture visuelle d'un Spielberg est là. Le fait que la peur et le danger se situent dans la lumière au lieu de dans la noirceur. La lumière dans le closet. Donc tout ça, c'est très Spielbergien. Oui, puis ils disent souvent à Caroline, don't go towards the light, parce qu'ils savent que the light, c'est la mort. C'est ça. Là, t'es dans un milieu. Là. Et c'est quelque chose qui a toujours été très Spielberg. Donc la lumière est plus effrayante que la noirceur. La noirceur protège parce que t'es caché. Versus d'autres films d'horreur où t'es dans le noir, t'es dans la merde parce que tu vois pas ce qui s'en vient. Donc Spielberg... Raiders of the Lost Ark. Hein? Avec avec la lumière. Puis don't look at the light. Exactement. Donc, tu vois, donc la facture est là. Ouais. Sa signature est là. Il y a beaucoup de choses aussi qui se recoupent avec un E.T. qui est sorti la même année. Donc, les gens qui ont vu les deux la même année ont dû faire comme Spielberg. It feels like a sequel. Donc, c'est ça. C'est comme les voisins à côté, pendant que les autres, je connais que les écoute, sérieusement, ça pourrait avoir été tourné dans 2 rues plus loin. C'est quoi le... E.T. Ouais. E.T. et ça, on pourrait avoir été tourné dans la même ville, là, comme littéralement 2 rues. OK. Je voulais juste dire, j'ai jamais vu E.T., c'est pour ça. J'avais besoin d'avoir un peu de contexte. Fait que t'es en train de dire que mais je veux dire, c'est la même rue. I know, I'm so sorry, guys. Does it count as a horror film? Est-ce qu'on l'analyse bientôt? Je vais-tu pleurer? Ah oui, c'est vrai. Oh oui! Oh yeah! Non, mais c'est ça. Donc, c'est un blueprint pour un paquet de trucs qui sont venus après. Il y a House qui est venu après, qui était très intéressant, mais qui est franchement pas le même calibre, là, mais qui est très bon, mais qui est pas le même calibre. Sinon, t'as comme tous les trucs récents, comme Insidious, comme Conjuring, surtout Conjuring. C'est Insidious qui est carrément... Conjuring, c'est très similaire aussi. Ouais, mais Insidious, c'est vraiment assez Poltergeist. C'est comme le Poltergeist pour la nouvelle génération. Là. C'est carrément ça. Il y en a plusieurs d'Insidious, je pense. Il y en a comme 3 ou 4. Ouais, mais c'est ça. C'est carrément la même chose, là, la famille, là, la maison, le kid qui fait des cauchemars, qui tombe dans le coma, puis que son père qui est obligé de traverser dans... Ah, t'as raison, il tombe dans le coma. C'est ça. Qui traverse de l'autre côté pour aller le chercher. Si, t'as raison. I know. Bon, ben bref. Well played. Parce que Conjuring, ça ressemble plus en fait à The Exorcist. T'as raison. C'est comme un merge entre les deux. Ouais, c'est ça. Fait comme tu disais, c'est inspiré. Ça a inspiré plein de trucs. Ouais. Maintenant, je pense pas que j'ai vu un autre film post-Poltergeist qui jouait aussi bien sur la structure.
la structure de Poltergeist est fascinante. Puis j'ai commencé à y penser en relisant le scénario, puis en le réécoutant, ça a fait, OK, c'est très, très cool. Parce que, tu sais, je te parlais l'autre fois des 5 actes. Oui. Et je dirais 5 phases dans le contexte de ce film-là. Ça suit pas exactement au couteau comme on avait parlé pour Prometheus. Prometheus, là, c'est à 20% ton premier acte fini. Celui-là est un petit peu plus lousse au niveau de ses timings, mais la phase 1, c'est on apprend à découvrir cette famille-là et la normalité dans laquelle ils habitent, right? Donc, on en a parlé tantôt, c'est de la banlieue, il y a rien d'anormal là-dedans. C'est une des familles les plus ordinaires et les plus humaines que j'ai vues au cinéma. Tu t'attaches immédiatement à eux. En fait, ça représente carrément le rêve américain. Mais oui, et ça représente des gens que j'ai l'impression de connaître depuis toujours. Je dis, j'ai eu des amis de même. Ma famille est un peu comme ça. Pas tout à fait, mais ma famille est un peu de même. Donc immédiatement, on se reconnaît dans ces gens-là. On n'a pas besoin d'apprendre à les connaître parce qu'on les connaît déjà. Je pense que c'est une des raisons pourquoi... Excuse, je veux pas t'interrompre. Vas-y, continue. Non, mais j'allais dire pour... je pense une technique qu'ils ont utilisée pour qu'on puisse se réattacher aux autres plus facilement, c'est d'avoir 3 enfants au lieu de 2, puis que chaque enfant ait un caractère vraiment différent de l'autre, puis un des enfants c'est un adolescent. Comme ça, les adolescents vont faire « Ah, ok, je m'y reconnais. » Qui est systématiquement une figurante dans le film. Oui, exact. Elle n'a aucun impact, il se passe à peu près rien. Quand il se passe de quoi de fucké, généralement c'est pas deux enfants. Oui, exact. C'est ça. Mais c'est juste pour dire ta voix au début, fait que là, c'est comme ok, ben là, je comprends la famille, je connais un peu la chimie entre tout le monde. Puis... Ceci dit, j'en profite pendant que je suis dans la phase 1 pour dire un des coups de génie. En fait, il y a 2 coups de génie dans la phase 1 en ce qui me concerne. La première, c'est il nous montre des parents qui sont faillibles. Qui ne sont pas parfaits, qui ont des défauts, qui le soir ont besoin de relaxer, qui fument du pot, etc. D'ailleurs, il y a cette scène où ils sont horny and stoned, puis il y a le petit kid qui vient les voir. T'imagines-tu? Tu débases en salle, c'est fatigant. Donc ça, c'est un des génies de la phase 1. Et l'autre génie de la phase 1, c'est la mort de l'oiseau. L'oiseau qui meurt dans cette première phase-là, et on apprend très vite à découvrir le caractère de Carol Anne et sa capacité à encaisser cette transition-là vers la mort. Elle le prend très calmement. Elle fait quelque chose d'hyper cute. Je veux dire, instantanément, tu t'attaches à ce personnage-là parce que tu fais « Wow! » Elle est spéciale. Elle est spéciale, mais elle est cool. Puis elle pense à son oiseau. Et pour elle, son oiseau, même dans la mort, est pas mort. Donc, t'as comme toute cette espèce de foreshadowing-là. C'est brillant, là. Cette scène-là dans le film, moi, ça m'a jeté par terre. J'étais comme « Oh my God, wow! » Alors, j'en profite pour dire, Spielberg est un très bon écrivain. Respect pour le réalisateur qu'il est. Mais en tant qu'écrivain, moi, je suis sur le cul. Je ne m'attendais pas à lire ça et faire comme... Asti, ça se lit comme un roman, c'est comme... J'ai embarqué instantanément. C'est très bien. Super bien. OK, donc, structurellement parlant, phase 1, il y a ça qui arrive. Phase 2, on tombe dans le début du surnaturel, du paranormal. Il y a des trucs qui se mettent à se passer dans la maison. C'est un peu étrange, etc. Au début, on découvre des règles. On les découvre à travers les parents qui ne connaissent pas les règles et qui ont besoin de faire de l'essai-erreur pour découvrir ces règles-là. Fin de la phase 2, pardon, ça c'est la phase 2. Fin de la phase 2, c'est on est dans la marde et on a besoin d'aller chercher des experts. Et là, ils vont chercher une équipe de scientifiques qui sont à l'université, etc., qui étudient ça de façon... J'ai envie de dire semi-sérieuse, parce qu'ils présentent ça comme si c'était une vraie science. Ben, c'est ça, eux autres sont sérieux. Ils sont sérieux, mais ils n'ont jamais vraiment vu. Non, mais de leur point de vue, c'est comme le plus qu'ils pouvaient avoir des preuves. C'était ces trucs-là. C'était le petit jouet qui a pris 7 heures à se déplacer à travers la pièce. C'est bon. Ben, en fait, c'est ça. Il explique, justement, dans le film, il explique que une des situations paranormales qu'eux autres ont été témoins, je pense, la plus fantastique qu'ils ont vue, c'est que ça a pris, ben, dans le fond, il y a une petite voiturette de Micro Machine, ou je sais pas trop quoi, qu'il s'est déplacé 7 pieds. Ou quelque chose du genre, ça a pris 7 heures pour se déplacer, puis il l'a pris en time-lapse, puis il était super fier de son coup, puis il disait genre, il n'y a pas grand-chose que tu peux me montrer qui va m'impressionner. Là, on a vu des affaires. Il essaie d'être dans le show-off de même. Et ça donne une très belle scène humoristique, parce que il raconte ça, puis t'as les deux parents qui le regardent. Puis il débarre la porte. J'ai remarqué, la première chose qu'il fait, c'est il ouvre la porte, puis il se tasse. Il ouvre la porte, puis he walks away. Enjoy the show. Ouais, c'est ça. Non, c'est super bien fait.
Donc ça, et là, ça entame la phase 3. La phase 3, c'est l'implication de ces scientifiques-là. Et là, on découvre d'autres règles, parce que les scientifiques arrivent avec leur connaissance à eux. Ils disent, ben les règles, c'est ça, et ça, ça, et ça. Et ça vient nous garder dans un état de, on pensait qu'on connaissait les règles avec la phase 2. Mais là, la phase 3 nous amène des nouvelles règles. Donc, on a besoin de continuer à apprendre et à guesser par rapport à ça. Fin de la phase 3. Peux-tu nous donner des exemples de règles? Genre, c'est quoi les règles que tu parles? Ben, les règles, c'est si tu mets un objet là, il se déplace jusque-là. Si tu fais ci, il y a ça. L'esprit est capable de faire telle chose. Il réagit à ça. On peut le parler. Ou exact. On peut communiquer. Là, on tombe dans la phase 3. Dans la phase 3, c'est comme, ben là, et c'est là qui nous amène pour la première fois le mot poltergeist. Les poltergeists, c'est ça. Il se passe telle affaire. On va mettre des caméras. On va voir ça. Et là, soudainement, tu vois l'escalier. Il y a plein d'esprits qui descendent. Donc là, au lieu de faire, OK, c'est une entité, c'est plusieurs entités. Donc, tu découvres toutes ces nouvelles règles-là. Ouais, OK. Et là, éventuellement, il arrive un moment où ces experts-là s'avouent vaincus complètement. C'est comme, holy crap, on pensait qu'on avait quelque chose, mais finalement... C'est une autre ligue complètement. Et là, ils appellent le personnage, c'est quoi son nom? Tangina. Ouais, Tangina. Tangina la magnifique Zelda Rubinstein. C'est extraordinaire. Et je veux savoir, si quelqu'un le sait, est-ce que Spielberg savait qui il allait caster quand il a écrit le personnage? Parce qu'il est écrit exactement de même. Ouais. Exactement de même dans le scénario. Donc, c'est super intéressant à lire. De savoir que c'était une dame, genre... oui, c'est ça. Là, dans le scénario. Là, de petite taille. De petite taille. Donc, et ça entame la phase 4. Et la phase 4, c'est, on passe il y a une équipe de scientifiques qui sont venus avec leur savoir à eux, il y a une experte, c'est littéralement un art pour elle. C'est une artiste, là. Elle débarque là avec son savoir, avec son ego, avec ses petits quirks un peu excentriques. Donc, c'est l'artiste qui débarque avec moi, je sais comment ça marche. Et, upfront, elle sait comment ça marche. Parce qu'elle réussit à récupérer Caroline, parce que, donc, il y a tout ça. Et ça, c'est la phase 4. Et la phase 4 nous amène à ce qui est un faux happy ending, c'est une fausse résolution. Ouais. Et à travers elle, on apprend des nouvelles règles, on apprend que oui, on peut passer dans l'autre monde, on apprend que donc elle nous fait découvrir des nouvelles règles encore. Et là, vient la phase 5. Et la phase 5, c'est, ces règles-là ne sont pas suffisantes. On a besoin de vous apprendre d'autres règles encore. C'est construit sur un cimetière. Les cadavres sont encore là. La créature peut faire ça. La créature peut manger le monde. Et là, tu tombes dans une autre branche complètement. Donc, tout le film est construit sur une série d'incertitudes et de remises en question jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est fascinant. C'est qu'à chaque nouvelle phase, tu fais « Oh shit! Oh shit! Oh shit! » OK? Je pensais que j'en savais assez. Exactement. J'en sais pas, je connais rien. Versus d'autres films similaires qui ont été faits que, tu découvres, tu anticipes très rapidement qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le type d'entité qu'il y a dans la maison et ça reste une entité, puis c'est de confronter cette entité-là. Ouais. Et c'est pour ça que Poltergeist reste un landmark aussi important, c'est parce qu'il est construit sur le fait de dire chacune de ces phases-là est une redécouverte et une remise en question de ce qu'on vous a montré avant. C'est de toute beauté. J'aime beaucoup ton explication. Je pense que je suis 100 000% d'accord parce que d'ailleurs, j'ai jamais été capable de mettre le doigt dessus, mais il y a certains films d'horreur que tu écoutes puis tu commences à être ennuyé. Ouais. Tu trouves ça long, tu trouves ça plate, t'es comme... we're still doing this. Genre, vous avez pas encore appris votre leçon. Non, faites pas ça, faites pas ci, whatever. Puis ça change pas. Ici, ce qui est le fun, c'est qu'on dirait que c'est toutes des micro-histoires qui ont un début, un élément déclencheur, dans le fond, ce qui se passe après, la conclusion, puis après ça continue. Puis là l'histoire, prochaine histoire qui commence avec où l'autre a terminé, puis là, t'as genre, c'est un cercle continu. Il dit, on a trouvé une solution, regarde, tout est beau. Non! Ouais, c'est ça. Mais c'est le fun. Mais pour ça, du début à la fin, le film est excitant, il est captivant, tu sais, il est vraiment comme... Mais c'est ça qui fait la différence entre un film comme Poltergeist et on parlait des films comme tu parlais de Darkness Falls ou quoi que ce soit, tu sais, que 20 ans plus tard, le monde sont sûrement en train de taper c'est quoi ça Darkness Falls? C'est quasiment inconnu. Mais parce qu'ils savent pas, ils savent pas qu'est-ce que c'est. Parce que Darkness Falls repose sur... Tu l'as-tu écouté finalement? Non. Okay. Mais tu m'en as assez parlé. On va le faire. Ok, si tu trouves le scénario, on va le faire. Ok. Défi. Si vous trouvez le scénario de Darkness Falls, on fait Darkness Falls. Darkness Falls me donne l'impression de reposer sur un set de règlements qu'on suit jusqu'à la fin. C'est vrai. Et c'est ça. C'est pas un film qui était. C'est pas. Dans le fond, la raison pourquoi c'est un de mes films préférés, c'est pas à cause de comment c'est écrit, mais d'ailleurs comment. C'est la création d'affect pendant que tu l'écoutes. C'est la création d'affect. La création d'affect, c'est ta
réponse émotive à l'image et au stimuli que tu as. Donc tu l'écoutes, t'as la chienne en l'écoutant, t'as peur en l'écoutant. Ouais. Et il y a des films qui sont extraordinairement bien réalisés en ce sens-là que ils foutent la trouille. Ouais. Puis là tu sors de la salle, tu fais mais pendant l'écoute, c'était terrifiant. Celle-là, je dirais qu'il était terrifiant jusqu'au bout. Genre, il donnait des cauchemars. Là. C'était pas. C'est un des films d'horreur que j'ai écouté qui m'a donné des cauchemars. Parmi plusieurs que j'ai écouté, que beaucoup de personnes disaient genre, ah, celle-là, il était parent, celle-là, il était parent. Darkness Falls, là. Le fantôme, ou je sais pas trop quoi, là, la manière que. La fée des dents. Ouais, la fée des dents, la manière qu'ils l'ont comme créé, là, ces mouvements. Ouais, c'est genre. c'est weird à dire de même, là. Mais pas de vrai. Non, mais c'est pas la fée des dents. Je sais, mais c'est le nom qu'il lui donne. Ouais, exact. Ouais, c'est ça, juste la manière que, genre, elle se promène, genre, her face, les scènes, la manière qu'elle apparaît, des fois pour faire peur ou quoi que ce soit, ils ont juste comme pensé à des affaires que, surtout pour le temps, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment comme. Oui, non, c'est un très bon film. Ouais. Mais c'est un film oubliable, c'est ça? Oui, c'est ça le problème. Ouais, exact. Il était épeurant, mais l'histoire, déjà que c'était sur la fée des dents, s'il avait fait quelque chose de plus cool que ça, fée des dents, je trouve que ça fait comme un peu une joke, là, quasiment. Là, c'est même toi t'en as ri, là, tu sais. Ça perd un peu de crédibilité. C'est ça, mais c'est. Ouais. C'est que c'est de la façon que c'est. Il l'appelle la fée des dents, mais c'est ça, c'est vraiment comme toute la légende qu'il nous explique au début. C'est ça, exact, ouais. Mais il y a un point extrêmement terrifiant dans ce film-là. Il y en a plusieurs. Au début du film. Non, mais moi. OK. Non, mais on se perd un peu, on vient. Ouais. on va l'écouter, on va l'analyser, puis après ça, on en parlera. Là. OK. Mais tu vois, juste basé sur ce que vous venez de me dire, la fée des dents, on explique la légende au début et on la nomme très rapidement. Et Poltergeist, qu'à la fin du film, qu'est-ce que vous savez de l'entité? Ben, que c'est les cadavres. Est-ce que c'est les cadavres? Non. Ben, il y a une entité qui les supervise, si on veut. Ouais, ou qui se nourrit d'eux autres. Qui leur ment, qui fait. C'est ça, qui dans le fond, qui les contrôle un peu. Puis qui a besoin de Caroline. À cause c'est un homme pur. Elle projette une lumière qui attire les enfants, puis l'entité se sert de Caroline pour contrôler les autres. OK. Sais-tu été expliqué, ça, ou ça, c'est genre. Ouais, c'est expliqué dans le film. Ouais. OK, j'ai dû. Il y a beaucoup d'informations qui, comme. Tu sais, c'est tissé là-dedans, mais l'information est là. Mais on sait rien d'autre. Non, c'est ça. On sait absolument rien. C'est terrifiant jusqu'à la fin. Et on voit plusieurs visages à cette entité-là. Ouais. Dans le fond, ça vient à dire que c'est ça qui est le fun de garder le mystère jusqu'à la fin, parce que ça te permet de pouvoir tout le temps introduire des nouvelles règles, comme tu disais. Et même jusqu'à la toute fin de la maison. Je veux dire, et la maison s'aspire en elle-même, ça devient une espèce de maison multidimensionnelle qui disparaît dans un point qui était là où le garde-robe était. Jusque là même, c'est comme les règles que vous pensiez là. Ils repoussent à chaque fois. Donc respect. Personnellement, là, moi, ce film-là, la structure est impeccable. Ah oui, moi j'ai trippé. Pour ça, j'ai vraiment aimé. Y avait-tu des affaires que tu avais remarquées ou que vous avez remarquées des grosses différences entre le scénario puis le film? Structurellement parlant, pas tant. Non. La structure est assez solide. Moi, j'ai trouvé que c'était très similaire. Surtout jusqu'à la fin. Il y a certaines petites affaires, mais vraiment pas tant que ça. J'ai remarqué des détails. Exemple, le film commence dans le scénario, il explique, dans le fond, on nous présente la famille, mais dans le film, c'est présenté du point de vue du chien. C'est ça. C'est le chien qui se promène dans la maison, qui cherche de la bouffe un peu partout, puis qui, dans le fond, qui jette un œil sur toute la famille, puis on voit ça du point de vue. C'est différent. Pourquoi tu penses qu'ils ont fait ça? Encore là, je pense que c'est pour parce qu'il y avait un point commun, tu sais. C'est justement encore ce qu'on parlait tantôt, tu sais, qu'on aime la famille du début, tu sais. C'est comme ce que je disais tantôt, c'est le rêve américain, tu sais. La famille avec les enfants, le chien, j'ai pas remarqué s'il y avait une belle clôture en piquet piquet blanc. Ah, il l'avait pour vrai? C'est ça. Je sais que dans la course, c'est une grosse clôture. C'est un piquet blanc, c'est pas blanc. Mais c'est comme une clôturée, la cour arrière est clôturée. Et fait tu sais, c'est vraiment, je pense que tout le monde aime les chiens. Ouais, puis en plus, c'est un Golden Retriever. C'est pas comme si c'est comme the most lovable dog ever.
Puis, fait que c'est ça, tu sais, fait que c'est vraiment représenté. Tu sais, c'est comme la petite famille cute avec leur chien, tout ça. Puis le chien, il veille sur eux autres, tout ça, puis blablabla. Fait que, ouais, puis même le chien, c'est comme le deuxième qui pick up sur le qu'est-ce qui se passe dans la maison. Parce que Caroline, qui est. Mais même, elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Non, c'est ça. Dans les chats. Puis le chien, lui, il se rend compte rapidement, tu sais, que. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans la maison. Ouais. Puis lui, ben, il est comme. Même le chien, la façon qu'il réagit, c'est qu'il est comme pas sûr. Tu sais, il est pas. Encore là, on sait pas, tu sais, sont-tu maléfiques, ces entités-là, ou quoi que ce soit, parce que le chien, il a l'air de jouer avec eux autres. C'est ça, il amène de quoi, c'est ça. C'est ça, il jappe comme si on lui disait, tu sais, speak, bref. Ça, il fait toute la quête. Je pense que la raison pourquoi ils ont envoyé le chien dans toutes les pièces, c'était pour donner une raison pour que la caméra aille dans chacune des pièces. Dans le fond, c'est au lieu de faire un hard cut. Ouais, c'est ça. Au lieu de genre que la caméra juste regarde les enfants dormir, un peu creepy, là, c'est de faire genre on va suivre le chien, comme ça va nous présenter la famille à l'aide du chien. Je pense pas que c'est quelque chose qui avait visualisé dans le scénario au début en l'écrivant. Tu sais, dans le scénario, c'était écrit vraiment plus comme un roman, comme tu disais. Là. Ça se lit super bien. Mais un roman, tu peux espionner le monde sans avoir une caméra présente ou quoi que ce soit. C'est tout dans ton imagination. Mais si tu veux montrer ça à du monde, j'imagine que tu as besoin d'une raison pourquoi tu es entraîné d'espionner avec une caméra, tu sais, pour présenter comme il faut. Fait. Et je me demande aussi très rapidement, dans le film, on passe, le père est en train de dormir dans son fauteuil et là c'est le chien qui part et on suit le chien. Oui, il passe du plus vieux au plus jeune. Et où la mère, elle fait quoi? Elle dort? Oui, elle dort dans son lit. Il s'en va. C'est vrai, on la voit de face. Il va voir Dana. Dans le fond, il liche Dana pour qu'elle se tasse, il ramasse le sac de chips. C'est vrai. Qui mange pas d'ailleurs. Oui, il s'entraîne dans le couloir puis il en mange dans le couloir. Il veut plus rester grand-chose. Ouais. Il se vide pas mal dans le lit, le sac de chance comme ça. Puis après ça, il va voir le fils. Le fils, puis après ça, il finit avec Caroline. Avec Caroline. Puis la caméra reste sur elle, puis c'est là qu'elle ouvre les yeux. Parce que, en fait, le point que je voulais amener, c'est je trouve que le film nous amène très très rapidement au fait de voir le monde, la caméra à hauteur d'un enfant. Right? Donc on l'a à hauteur du chien, on l'a à hauteur des lits, et là après ça, il y a la scène dans la rue où tu as des enfants qui ont des autos téléguidées. On les reverra jamais, ces enfants-là, mais on focus beaucoup sur eux autres. On focus sur l'enfance. Je me demande si c'est pas une façon un peu détournée et très habile de nous ramener à un mode enfant. C'est comme on se perçoit à travers ces personnages-là, au lieu d'avoir tout de suite des adultes qui sont très réfléchis, qui sont très, c'est comme, on nous ramène à ce stade-là, on nous fait voir le monde à partir de leur point de vue, et après ça, on nous amène dans une espèce de fable, dans une aventure. Je suis toujours impressionné de t'entendre parler du côté technique de ces affaires-là, parce que c'est des affaires que j'aurais jamais. Moi, écoute, c'est de la théorie, là. Je suis peut-être dans le champ complètement aussi. I feel like I relate more to the regular audience. Monsieur, madame, tout le monde qui vont écouter des films puis ils vont l'apprécier pour telle raison, mais toi, t'es capable de bien le disséquer, puis du moment que tu m'expliques ça de même, c'est vrai que j'ai peut-être eu cette impression-là aussi que sans le savoir, là, dans le subconscient, la caméra est plus basse, fait que t'es dans la perspective de quelqu'un de plus petit ou plus jeune. Fait que là, c'est ça, ça te fait penser différemment, ça te fait plus penser comme un enfant. Si la caméra, mettons, il y a une scène où il y a genre des voitures téléguidées qui vont, puis ils vont couper un monsieur en vélo qui a ses cannes de bière ou whatever. Puis, il se relève sans problème, il est focusé sa game. La bière qui revoit le partout. Il dit, il en laisse 16 dans la rue, il rentre avec 6, puis ils sont tous pétés. Là, est-ce que... Non, mais il veut pas manquer sa game. Non, c'est ça, exactement. Non, mais j'allais juste dire que les voitures téléguidées, cette scène-là, justement, c'est majoritairement filmé à la hauteur des chevilles, là, quasiment. Là, fait que, comme, pour donner l'impression que ce que Guillaume nous expliquait, là, que je trouvais super intéressant. C'est une scène aussi qui n'est pas écrite de la même façon non plus dans le scénario. Non, ça, je m'en souviens pas de ça du tout dans le scénario avec les voitures téléguidées. Dans le scénario, on nous présente la ville, on présente la rue, puis on présente le petit cul qui passe des journaux en plein dimanche après-midi. Anyway. Il y a un journal le dimanche. C'est vrai. Qui finit sa run tard dans le jour. Il passe ses journaux, puis on voit le voisin qui arrive avec ses bières pour rentrer dans la maison, puis finalement il fait le tour, puis qui rentre par la cuisine d'en arrière, qui dérange la plus vieille qui est en train de manger directement dans le frigidaire. Et ça, il y a ça. Ouais, ça c'est vers ça, il y a ça. Scénario. Ouais.
J'imagine que ce qu'ils ont choisi, ça faisait juste plus intéressant à l'écran. Ben, il y a beaucoup de ces petites différences-là dans le scénario. Il y en a pas des. Ben, en tout cas, je reviendrai sur les deux majeurs qui moi, m'ont marqué. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de petites improvisations. Tu sais, des trucs que sur le plateau, tu fais ton blocking, tu testes la scène, tu fais. Ça serait plus intéressant si. Et là, tu travailles ta scène, puis à un moment donné, tu arrives à quelque chose, ok, ça c'est plus cool. Il y a plus d'action, il y a plus de. Et ça dit plus. Mais ça a été planifié à l'avance. Là. On parle de 3 kids qui étaient peut-être pas là dans Oui, c'est sûr que ça a été casté. Ils ont été castés, il y avait des voitures télévidées, ils savaient ce qu'ils allaient faire. Fait qu'à mon avis, peut-être qu'ils se sont dit. Ça, c'est peut-être moins intéressant. Puis, pour combler à ton point que tu disais, genre, pour le plan, exact, peut-être qu'ils se disaient, hey, si on faisait ça comme ça rajouterait encore plus. Fait qu'ils se disent, OK, Et il y a un petit quelque chose de mischievousness dans ces kids-là qui jouent un mauvais tour à quelqu'un, etc. Donc, ils nous amènent déjà dans cette espèce d'ambiance-là. Fait que, tu sais, quand ils commencent à présenter les poltergeists et le paranormal, ils nous l'amènent comme une entité un peu mischievous, de même qui fait des mauvais tours, tu sais, puis la chaise se déplace, puis c'est cute jusqu'à ce que ce soit plus cute. Mais initialement, c'est cute. Par contre, il y a un bon point que tu as amené... on en parlait un peu plus tôt, qui est la famille, ça fait assez longtemps qu'ils sont là quand même, mais pourquoi le kid, soudainement, l'arbre, ça le dérange? C'est comme, dude, ça fait sérieux 5 ans, là, que ton... C'est pour ça que je demandais ça. L'arbre, il est là, puis un bout de buddy, là. Fait que dans le fond, dans le film, le fils, dans le fond, son arche, son histoire à lui, c'est que il a peur de l'arbre. Dans le fond, en regardant de sa fenêtre, de sa chambre à coucher, il y a un gros arbre, c'est un arbre que, selon le père, ça fait avant même du développement du quartier qui est là. Puis il dit que l'arbre les protège. En tout cas, c'est l'histoire, le petit mensonge qu'il leur raconte. Puis ce qui est drôle, c'est que le kid a peur de l'arbre seulement le soir. À cause que dans le jour, il monte dedans. De jour, il grimpe dans l'arbre et tout. Ben en fait, je pense, ok, ça c'est juste pour venir à la défense, jouer l'avocat du diable. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci beaucoup. Un petit peu plus de teabag. Well, teabag me. Ah, for sure. Fait un petit fond, ouais. Comme ça. Merci. Parfait. Un petit fond. Je pense que. Ok, là, je vais juste jouer l'avocat du diable. Je pense que le kid a peur de l'arbre pour la première fois. Après avoir grimpé dans l'arbre, puis il voit que la tempête s'en vient. Fait que là, il a peur de l'arbre quand il voit les éclairs pour la première fois, puis après ça, il voit que l'arbre flash comme s'il y avait des figures, des faces. Il a peut-être peur à ce moment-là. C'est drôle, hein? Un autre film nous aurait probablement amené une tempête comme ça qui climax à la fin du film et qui prend tout le film à se rendre. Alors que là, ce film-là, ça climax à la fin de l'acte 2. Puis après ça, la tempête done. Non, il y a une deuxième tempête avec un twister, puis après ça, à la fin du film. Ça, c'est quand c'est la fin de l'acte 2. C'est ça. Mais en fait, non. C'est le l'acte 2, il cherche Caroline dans la piscine. L'acte 4 ou 5, là, c'est le viol, puis après ça, elle se retrouve dans la piscine avec les et il y a de la pluie. C'est une autre tempête. Non, c'est du vent. C'est une autre tempête. Non, il y a de la pluie, c'est vrai. Il est en train de gueuler, personne ne l'entend parce que c'est du vent. Mais la tornade, c'est vraiment le point tournant de l'acte 2. Quand Caroline se fait enlever. C'est ça. Et ce n'est pas la fin de l'acte 2, c'est le point tournant. La fin de l'acte 2, c'est quand il découvre qu'elle est dans la télé. Ça, c'est la fin. Et là, ça nous amène à la troisième phase qui est on a besoin d'aide, on va chercher des scientifiques. En tout cas, tu sais, pour dire que pour le fils, c'est quoi son nom, le fils? On s'en souvient-tu? Robbie. Fait que Robbie, dans le fond, il habitait dans cette maison-là, il doit avoir 6-7 ans, là. Il a habité dans cette maison-là quasiment toute sa vie, sinon toute sa vie. Puis c'est ça, c'est juste à partir du film que là, tout à coup, il a peur d'un arbre qui a toujours été là. Mais plus tard, c'est mentionné dans le film que il y a juste Caroline qui est née dans cette maison-là. Ouais. Mais lui, Caroline a genre 5-6 ans, on suppose, peut-être un peu plus. Elle a une école, fait qu'elle a 5 ans. Ouais, c'est ça. Ou c'est ta maternelle, 4-5 ans dans ces Mais ça, lui, il doit avoir peut-être 6-7, là. C'est juste un petit point drôle. Ceci dit, on peut-tu prendre 2 minutes pour parler du clown? Ouais. On peut-tu prendre 2 minutes pour parler du clown? Explique le clown. Alors, il y a plusieurs scènes dans le film dans lesquelles Robbie et Caroline dorment dans la même chambre, dans lequel il y a le garde-robe dans lequel éventuellement Caroline se fait aspirer, dans lequel plus tard dans le film même on passe à travers ce garde-robe là pour aller chercher Caroline dans l'autre dimension. Donc c'est comme le nexus du paranormal, c'est dans le garde-robe. Ce qui est très d'ailleurs, je veux dire, ça aussi ça nous ramène à l'enfance. Ouais, c'est la terreur dans le garde-robe. Enfin bref.
Au bout du lit de Robbie, il y a une chaise. Sur la chaise, il y a un clown qui est sensiblement terrifiant. Il y a comme une espèce de figurine de clown qui est pas pire grande, en fait. Puis même dans le scénario, il est décrit qu'il y a un sourire, qui est trop grand pour être agréable. Oui, Il décrit d'une manière épeurante déjà. Et là, et voici. Robbie est clairement terrifié du clown. Depuis le début, là, je veux dire, la première fois qu'il a jamais l'air à l'aise en présence de ce clown-là. And yet, ils mettent le clown au bout de son lit à toutes les nuits. What the actual fuck? Who does that? Mais dans le scénario, par exemple, c'est justement quand Caroline se fait enlever, c'est expliqué que c'est son clone à elle, c'est pas son clone à lui. Mais pourquoi ils le mettent au bout du... Je veux dire, si bon, négocie avec ta soeur, elle est plus jeune que toi. Ton crise de clown, tu le veux-tu? Je dors avec. Mais pas au bout de mon lit, je me sens mal pour Robbie à y penser. Là. Robbie, il a jamais eu peur du poltergeist une fois. Il avait peur d'un arbre puis du clown. Ça, c'est des affaires qu'il veut. Pas poltergeist une fois, il aurait eu peur. To be fair, l'arbre, il l'attaque puis le clown l'attaque. So he wasn't wrong. Ça, c'est un détail, par exemple. Donc, à la toute fin, quand le clown finit par l'attaquer, dans le scénario, il constate que le clown n'est plus sur sa chaise, donc il y a clairement quelque chose de louche qui arrive, et il regarde en dessous du lit, et en dessous du lit, le clown est là et il l'attrape. Non. Il est pas en dessous du lit. Dans le scénario. Dans le scénario, OK. Dans le scénario. Okay. Dans le film, il regarde, il n'y a rien, il se relève et là, il l'attaque. Ce qui est intéressant parce que c'est attente versus payoff. Le payoff est pas immédiat. Fait que tu as le temps de te détendre, mais tu le sais qu'il y a de quoi qui va arriver. Donc, je trouve que cette scène-là est mieux réalisée qu'elle a été scénarisée. Il y a comme ce petit ajout-là. J'ai l'impression que c'est parce que c'est trop cliché de dire There's monsters under your bed. Fait qu'aussitôt que tu regardes, tu lis que le monstre soit là, c'est ça. Je ne sais pas, man. Monsters under the bed, that's a classic since the 50s. Je pourrais pas. I'm the one in this discussion. Je peux pas parler à ce sujet. Je suis le plus jeune. Fait que je ne sais pas. Hey kid, je ne sais pas. Here's to you. Je ne sais pas combien de films ou combien d'histoires il y avait eu avant 1982 qui parlaient de Monsters Under the Bed, puis que ce soit tellement prévisible. Dans un film. J'avoue, avec Amityville qui est venu avant, il y avait eu des monstres en dessous du lit? Semblable quelque chose de semblable. Par contre, l'histoire du clown terrifiant, c'est intéressant parce que c'est pas venu souvent avant et c'est 4 ans avant la publication de Hit, qui a été publié en 86. Donc le clown comme T'es-tu en train de dire que c'est le début du clown terrifiant? Non, mais c'était pas aussi populaire que ça l'est maintenant. Aujourd'hui, je veux dire, il y a 15 films de clowns terrifiants qui sortent par année. À l'époque, pas tant. Pas tant. Donc, mais je veux dire, le clown en tant que tel, je veux dire, autant dans Hit que c'est expliqué, ça représente l'enfance. C'est l'innocence de l'enfance qui se retourne contre toi, dans le fond. Oui, et tu vois, pour moi, le clown a toujours représenté aussi une partie du Uncanny Valley. Le clown te sourit. C'est quoi Uncanny Valley? Le Uncanny Valley, c'est l'endroit dans lequel tu es mal à l'aise parce qu'il y a quelque chose qui est juste assez off. Tu constates qu'il y a de quoi qui est off puis t'es pas capable de mettre le doigt dessus nécessairement. L'Uncanny Valley, en ce moment, est beaucoup utilisé pour parler de les animations 3D qui sont pas tout à fait réalistes. Juste pas assez pour dire que c'est réaliste. Puis t'es écoutes, t'es comme there's something off with those eyes. ça c'est le Uncanny Valley. Où tu sais, le mouvement d'un personnage qui marche, t'es comme nobody walks like that. Ça, c'est le Uncanny Valley. Le clown, c'est un personnage qui te sourit. On te dit qu'il est gentil, puis il te sourit tout le temps, puis il sourit. Personne sourit tout le temps. Personne dans la vraie vie sourit tout le temps. C'est pas normal, un personnage qui te sourit. Il y a clairement quelque chose qui cloche avec cette personne-là, parce que ça se peut pas, quelqu'un qui sourit. Je veux dire, il rit, puis il va te poignarder en souriant. C'est comme cette espèce de... Il peut pas ne pas sourire. Exactement. Donc, cette espèce de côté-là d'être pris dans une seule émotion qui est comme malaisant. Et donc le clown a toujours un peu joué sur cette ligne-là. Cool, c'est bien expliqué. Voilà. Alors, 2 scènes me viennent en tête. Go! La première, et j'en ai parlé dans le podcast sur la route de l'horreur il y a quelques mois, et j'ai donné une information que j'avais trouvée sur Internet, et maintenant que j'ai lu le scénario, je donne une information slightly different, un tout petit peu différente. Dans la scène où ils sont dans la cuisine et la mère est en train de montrer au père, regarde, les objets se déplacent, etc., c'est cool.
il y a cette scène-là coupe très drastiquement à la fin et jump cut à la scène plus loin. C'est très dérangeant. Tellement que quand je l'ai vu, puis ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, donc quand je l'ai vu, mon réflexe a été de penser qu'il y avait un problème avec le fichier que j'avais. Ouais. Il y a clairement le streaming a fucké. Là. Il y a quelque chose qui marche pas. Ouais, je me rappelle que tu m'avais envoyé un message. Ouais. T'as le bout dans le film? C'est-tu normal? Il y a une Cooper. Ouais. Et t'es allé voir sur le DVD, Ça, et ouais. voilà. Et voici ce qui se passe. Ils ont monté tout le film. Et dans la scène, ils mentionnent on va aller au Pizza Hut. J'ai pas fait de souper. Mon maman a pas fait de souper, c'est pas grave, on va aller au Pizza Hut. Il se passe toute cette scène-là. La scène durait plus longtemps. Donc, dans le reste de la scène, pendant que les parents sont en train de s'obstiner, Caroline, éventuellement, s'assoit sans supervision dans le rond et se fait projeter à toute vitesse vers le mur. Il y a personne pour l'attraper. Elle rentre la tête dans le mur. Elle a un casque. Donc, elle est pas gravement blessée, mais elle est un peu sonnée. Et c'est comme le premier moment où on constate Ils sont peut-être pas friendly. ils sont peut-être pas friendly. La raison pour laquelle la scène n'est pas complète, ça c'est intéressant, tu vas rire. Toi, tu sais déjà, toi tu vas rire. Dans la scène, le père finit par mentionner « J'aime même pas ça, Pizza Hut ». Oh. I don't even like Pizza Hut. Il drop ça à quelque part. Et ce qui arrive, c'est le film était monté, les prints étaient faits. Les prints avaient été envoyés aux salles de cinéma. Et il y a quelqu'un qui est allé dire à Pizza Hut qu'il y avait ça dans le film. Et Pizza Hut a dit « Vous sortez pas le film à cause de ça ». Ils ont-tu vraiment le droit? Ils ont, pour Si t'exprimes diffamation, en tout cas, bref, like, they played hard with this one. Et ce qui est arrivé, c'est que les producteurs ont fait, OK, ou la boîte de production a fait comme, OK, cool, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer à toutes les salles de projection une information de, entre tel frame et tel frame, vous coupez la pellicule, puis vous collez ça ensemble. Donc, la fin de la scène a été éradiquée. Il n'y a aucune copie qui existe avec la fin de cette scène-là. Elle est peut-être sur un deleted scene somewhere, là, comme special edition. Fait que lui, il dit j'aime pas Pizza Hut avant qu'elle s'assoie. Ouais. Ok, c'est pour ça qu'ils l'ont coupé là. Et je trouve ça un peu bâtard. Mais je veux dire, ils étaient à genre 2 semaines du release du film. Et je trouve ça un peu bâtard parce que je suis sûr qu'il y aurait eu une façon de remonter la scène puis d'enlever cette phrase-là puis de garder le reste de la scène. Ouais. Donc c'est très barbare ce qu'ils ont fait. En fait. Ouais, c'est ça. Et là, ça coupe, t'es comme, what the shit? Et ça, non, c'est sûr, mais il faut comprendre aussi qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, justement. C'était de la pellicule, puis c'était carrément national. Ils sortaient le film dans plusieurs milliers de salles à travers les États-Unis, puis là, ils pouvaient pas juste... Et tu faisais le montage sur un master qui était après ça, sur un workprint, qui était après ça transféré vers un négatif, qui après ça allait être transféré vers un positif. C'est un processus très long, versus aujourd'hui qui se fait Send. Send de Netflix, yay! Tout ça à cause qu'ils ont dit. Puis c'était-tu dans le scénario? Oui, c'est dans le scénario. I don't even like pizza. Yep. Ouais, parce que là, il est carrément perturbé, il comprend pas exactement ce qui est en train de se passer, pis tout ça, puis là, ils sont en train de s'ostiner. Puis là, il dit ça, tu sais. Puis le film était déjà envoyé, tu dis. Fait que dans le fond, les salles de cinéma avaient la pellicule. C'était comme minuit moins une. Là. On a besoin d'une solution, et quelqu'un a fait comme on coupe la fin de la scène. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, là, c'est qu'il y a une scène, justement, il y a une coupure ultra sèche. Ultra sèche. Elle est en train la mère est en train de parler avec le père, avec les enfants présents. Juste Caroline. Puis elle a à peine le temps de finir une phrase. Ça coupe tout de suite. Ils sont chez le voisin, ils sont en train de sonner, puis ils sont en train de parler avec le voisin. Et c'est sec. Là. Et ça coupe. Et t'as l'impression que tu finis un mot au début de l'autre scène. C'est comme t'as l'impression que tu coupes vraiment genre, what? C'est incomplet. C'est ultra incomplet. Et puis ils l'ont gardé. Là, ils l'ont gardé dans la version DVD. On a la version DVD ici. Ils ont même pas décidé de genre dub I love Pizza Hut au lieu, tu sais, genre faire l'inverse. C'était possible. Il rajoutait une moustache numérique puis faire bouger ses lèvres pour dire I actually love pizza. N'importe quoi. Mais c'est drôle. Ça, c'est la version qui vient du studio. Il aurait pu. Ils auraient dû restaurer. Il aurait dû. Ils l'avaient. Je doute qu'eux autres auraient coupé leur propre version juste pour plaire à. C'est ça, je trouve ça étrange. C'est très particulier. C'est très, très particulier. Ouais, donc ça, c'est la première scène qui me vient en tête. La deuxième scène qui me vient en tête qui a un changement majeur scénario versus film, c'est dans le 5e acte où on a l'impression que tout va bien un peu, la mère prend un bain, ce qui est un peu messed up. Moi, je suis désolé, là, mais après avoir vécu ce que c'est là, il y a zéro chance que j'ai envie de passer.
une minute de plus dans cette maison-là. J'aurais foutu le camp il y a longtemps. Dormir dans la maison. Non, c'est Événement après événement, il retourne dans la chambre à coucher, puis il dort. Je suis comme, I don't know how you guys can do this. Non, mais c'est surtout, c'est que It was the 80s. le matin, Things ils were sont, different back sont en train de remplir le camion. Oui, mais Colin, En train de va remplir le dormir chez un camion. ami, un voisin, de la Ouais, c'est famille, ça. les Ouais, grands-parents. Il y a le motel que la fille connaît bien. Non, c'est ça, mais ils sont en train de remplir le camion. Le gars, il dit non, il dit, on part à soir. Là, il dit, je m'en vais voir mon boss, je m'en vais lui dire Ouais. que je m'en vais, patati patata. Oui, mais- Puis là, t'es là. Mais ça prend-tu vraiment toute la journée? Ouais. Tu sais? Puis ils Je ont- comprends pas. Engage une compagnie pour déménager tes Ah, affaires. C'est ça. Ouais, c'est Voilà. ça. En tout cas, Mais ouais. bref. Ouais. Elle sort de son bain, il y a les enfants qui se couchent pour dormir, pour une raison inexplicable dans la chambre où Caroline s'est fait enlever. Ils sont fait tough, ces kids-là. Ils sont fait tough. Assez. Tough en salle. Assez. Et dans le scénario, la mère, c'est quoi son nom à la mère? Diana. Merci. Ouais, c'est parce Diana que- Dana, ouais. Ouais, c'est ça. Ça portait à confusion au début dans le scénario. 100%. Parce qu'il y a même un typo dans le scénario. Au début, il présente Diana la mère, puis après ça, il présente Diana, la fille. Puis après ça, plus loin, là, c'est Diana. Ouais. Moi, j'avais Ça se remarqué peut. ça aussi. Interesting. Anyway. Continue. Elle sort de son bain, elle s'en va dans sa chambre, et là, elle se fait attaquer par l'entité. Ouais. Dans le scénario, la scène est extrêmement graphique. Elle est en train de se brosser les cheveux et à un moment donné, elle s'envoie les cheveux par en arrière et les cheveux restent stallés dans les airs. Et c'est comme si quelqu'un agrippait les cheveux puis la tirait sur le lit. Et ce qui s'ensuit est littéralement une scène de viol par un esprit. C'est très, très graphique. On arrache sa robe de nuit, ça se met à y pogner les seins. Tu vois les mains, les traces de doigts dans sa poitrine. Et ça te décrit tout comment son pelvis s'est écrasé. Donc, c'est littéralement une scène de viol par cette entité-là. Puis après ça, se fait ramasser sur le mur, etc. Et le film a beaucoup toné down cette scène-là pour, bon, elle se fait brasser un peu sur le lit, puis Il y avait pas le choix. Je pense que probablement. Ouais. Probablement. un film de Spielberg avec Mais c'est avec pas une non, mais ok, ouais. C'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, tout le long du film, ça atteint une limite. Ouais, qui est comme Qui aurait été à la limite extrêmement familiale, dépassée. Ouais, c'est ça. jusqu'à un certain point. Ouais. Ben, il fait, ouais, c'est ça. Je pense qu'il fallait. Qui aurait été dépassé s'il y avait. Parce que c'est un film d'horreur pour la famille aussi. Là. Il y a rien de Ouais. d'épeurant qui se passe là-dedans que genre. Qui est vraiment plus adulte que pour enfants. Non. Là. Il n'y a Mais c'est pas pas de Alien, sang. là. Ouais, il n'y a pas de sang partout. Ouais. Là. Ils sont pas en train de décapiter le Il y monde. a personne qui meurt. Là. Zéro. Non, c'est ça. En fait, il y a Ça plein de fait- morts dans le film. Oui, Ouais. mais ils sont déjà morts. C'est ça. Comment le film mort? Bon. C'est quoi? C'est genre PG-13 peut-être le film. Aujourd'hui, c'est dans- probablement PG-13. Personnellement, je trouve que le film, je veux dire, je montrerai pas ça à ma fille de 5 ans, là, mais Ça se passe. rendu à 8-9 ans, un enfant qui est un petit peu plus coriace que les autres, ouais, vas-y, là. Ouais. Ça va. C'est pas. C'est Pour en ça. revenir à la scène de viol, à peu près dans les mêmes années, je ne pourrais pas dire exactement quand, il y avait le film The Entity, que ce que tu disais, comment que c'était décrit dans le scénario, c'est carrément tel quel que ça se passe dans le film. Que c'est ça, c'est une femme avec sa famille qui sont, dans le fond, elle se fait carrément violer plusieurs fois par un fantôme. Dans le fond, la structure est semblable à Poltergeist à cause qu'elle finit par aller chercher de l'aide. Il y a du monde, puis c'est juste que c'est pas aussi bien réussi que Poltergeist. Elle n'a pas préféré vendre sa maison. Elle voulait vraiment juste arrêter le viol puis rester là. Ben, c'est parce qu'elle, dans le fond, c'est une mère monoparentale là-dedans. Puis je pense qu'il y a une question de pas les moyens de juste partir comme ça. Non, mais toi puis moi, tu vas Oui, dormir non, chez un je ami comprends. pendant 2-3 semaines. Ouais, Tu brûles la maison, ça fait la fraude d'assurance. Dans le Non, mais film. les gars, je vous pose la question là. Si Ouais. jamais ma maison tombe hantée puis j'ai besoin de partir comme on the spot, Ouais. vous allez m'accueillir chez vous pendant un petit bout, là? Ouais, j'ai un cabanon. Ok, parfait. How very kind of you. My pleasure. Fait que dans le fond, probablement que dans les dieux du cinéma, ils se sont dit, OK, c'est un peu hardcore pour Poltergeist, C'est mais un peu graphique, we can do something with that. Ils ont fait, La question que tu vas te demander, là, c'est est-ce que ça a donné le même effet? L'effet. Pas la scène elle-même. La scène était vraiment plus crue, whatever. Mais quand tu la regardes, tu dis she's powerless. Elle se fait jeter de mur en mur like a ragdoll. Elle a pas le contrôle. On est en train de comprendre que le poltergeist peut faire ce qu'il veut. c'est ça. Puis finalement, c'est ça. Que ce soit le viol ou pas. Je vais dire deux choses par rapport à ça. La première, c'est moi, je trouve que ça n'a pas le même effet. En ce sens que on savait déjà que le poltergeist avait ces powers-là.
Avant? Bah oui, on a déjà vu le Poltergeist barouetter du stock. Tu sais, c'est comme, il y a rien là-dedans qui est nouveau par rapport à ce que le Poltergeist a fait. C'est la première fois qu'il attaque une personne comme ça. Mais il a attaqué Robbie à travers l'arbre. Déjà assez tôt dans le film. Mais pour moi, c'est un des rares moments où c'est more of the same, right? Alors que le viol lui-même m'aurait rendu extrêmement inconfortable. Ouais. Et là, tu me prends par une émotion et tu m'amènes à quelque part où j'ai pas envie d'aller. Right? Donc, cette espèce d'inconfort-là aurait eu un effet tout autre sur moi. Ouais. Maintenant, l'autre chose que j'ai à dire par rapport à ça, c'est s'ils avaient gardé cette scène-là telle quelle dans le film, c'est la scène dont tout le monde parlerait. C'est la scène qui te marque avec laquelle tu restes pour le reste de tes jours. C'est comme le Dead Baby dans Trainspotting. Ouais, exactement. C'est comme la scène où tu fais, là tu m'en as à quelque part où j'étais pas prêt. Ouais. J'avais pas envie d'aller. Mais ça n'a pas été le même genre de film. Identity, c'est justement ça. Je veux dire, c'est sûr, ça fait longtemps que j'ai vu ce film-là. J'ai un souvenir vague du film, mais la scène du viol. Tu t'en souviens graphiquement. Écoute, parce que justement, on voit, tu sais, à se faire arracher son truc, on voit les mains tripoter ses seins. C'est la même affaire. C'est intéressant. Ils ont vraiment fait un spin-off. Oui, carrément. Je te dis. Est-ce que Spielberg est crédité as a co-scenarist? Je sais pas. Parce que c'est sérieux, comment? Mais c'est vraiment super bien fait pour l'époque, tout ça. Puis tu vois vraiment des mains la taponner, puis qu'elle essaie de se sauver, puis après ça, tu vois ces bobettes qui se font arracher. C'est vraiment. C'est vraiment la même chose. Ouais, c'est exactement ça qui est écrit dans le scénario. Ben, peut-être qu'ils se sont dit, Spielberg va pas oser le faire, on va le faire nous-mêmes, tu sais. Mais j'imagine que ce film-là. Attends, juste un petit détail. Dans The Entity, c'est Barbara Hershey qui joue la femme, qui joue la grand-mère dans Insidious, qui est dans le fond un rip-off de... It's a whole family. It goes full circle. Non, it's a family. J'imagine que The Entity, c'est peut-être pas un film de famille nécessairement. Non. J'ai l'impression que... c'est ça. Je pense que c'est ça. La grosse limite, c'est... Si elle allait mettre ça allait changer la dynamique du film au complet. Puis à ce moment-là, genre, someone needs to die. If someone gets raped, someone needs to die. Like, you can't. Tu peux pas laisser ça, genre. Donc, il y a une partie de moi qui est déçue parce que je trouve que l'effet aurait été plus prononcé pour cette scène-là spécifiquement, mais globalement, quand tu regardes le film au complet, ça a pas fait de sens. C'est probablement une bonne décision qu'ils ont prise. Voilà. Ouais. Donc, en même temps, tu couches plus dans la même maison. Genre, il n'y a plus d'excuses. Non, mais je veux dire, c'est la fin, là. C'est ce qui entame la fin. Après ça, les enfants. Ça se passe quand. Réaspirer, c'est le 5e acte, là. On est vraiment dans le toute fin. La maison, ça fait. Ok. Ouais, j'avoue que. À la fin de même, j'avoue que c'est vraiment un get the fuck out of my house type of vibe. Ouais, pas pire, oui. Ouais. Yes. Mais je veux dire, en même temps. Tu disais que oui, on savait que le fantôme était capable de déplacer des choses, mais à ce moment-là, ça devient beaucoup plus agressif que ça a été avant. Parce que justement, il y a barouette ses murs, ça c'est encore pas si fait. Après ça, il y a pousse en bas d'un escalier, elle essaie de remonter, elle essaie de sortir de la maison, elle n'est pas capable. Mais ça, tu vois, c'est pas dans le scénario. Pas exactement de même. Donc, ils ont troqué ça vers tu peux pas aller chercher ton enfant. Donc, ils ont troqué un trauma personnel pour un trauma de tes enfants sont off limit. C'est comme they belong to me. Puis c'est vraiment beaucoup plus agressif, parce que même elle traverse l'autre côté, puis c'est pas aussi agressif que ça. Dans le fond, t'as le visage qui sort du garde-robe quand papa tire sa corde. Ouais. Ok, c'est bon. Je te laisse. Tu me redonneras si ça te tente. Il faut admettre, la famille au complet prend ça relativement zen. Là. Elles sont super. Ils sont super relax. Ben, en fait, moi, c'est une des choses que le père le prend vraiment mal. À cause que du moment où Caroline disparaît, se fait enlever, il prend vraiment du recul, puis tu le vois, son maquillage aussi, là, il est vraiment cerné, il a l'air malade, il a l'air vraiment malade, même son patron vient le voir, puis là, il dit c'est une grippe que j'ai, tout ça, puis je fais le pas, whatever, mais il a vraiment l'air malade, là. Puis jusqu'à temps que justement que l'autre débarque, puis qu'elle elle lui explique, bon, je vais réussir à faire ça, puis là, c'est là qu'il reprend le contrôle un peu sur la situation. Je vais vous dire,
le film aurait probablement pas eu le même impact sur moi si j'avais revu ce film-là. Enfant, c'est une chose, puis après ça, si je l'avais revu à quelque part dans comme fin vingtaine, début trentaine. Là, j'ai écouté le film, j'avais une fille de 4 ans. Fait que la fille qui disparaît et qui se met à appeler sa mère puis son père à travers la télé, puis cette espèce de moment-là où elle est terrifiée, puis tu l'entends être terrifiée, puis il y a rien que tu peux faire en tant que parent. Moi, je suis désolé, là, mais ça m'a mis... Mal. Ah ouais, ça fait très mal. Là. C'est cette espèce de malaise-là de... Et c'est pas de la peur, c'est de l'angoisse en fait, c'est ça que c'est, et c'est de l'impuissance. Donc ça moi c'est venu me chercher. C'est ça, puis c'est bien représenté justement à cause le père, parce que tout avant ça, il nous le présente comme justement relativement down to earth, assez solide. Ouais, c'est ça. Puis toute l'histoire quand il explique comment savoir si un orage s'en vient ou s'en va. C'est un détail, ça, que moi, ça m'est resté depuis que je suis jeune. J'avais vu relativement jeune, j'avais peut-être 8-9 ans quand j'avais vu ce film-là. Puis ça m'a toujours resté à cause de Poltergeist. C'est là que tu l'as appris? C'est là que je l'avais appris. C'est intéressant. C'est là que je l'avais appris à l'époque de ça. Puis là, ce que Danny est en train de décrire, c'est que le père apprend au fils que si tu veux savoir qu'un orage s'approche ou s'éloigne, tu sais, le truc que tu comptes les secondes quand tu vois l'éclair jusqu'à ce que tu entendes le tonnerre, puis quand les secondes sont de plus en plus distancées, ça veut dire que l'orage part, puis l'inverse. Fait que c'est ça. Fait que dans le film, c'est vraiment quand l'enfant a peur justement de l'orage, il rentre dans la chambre, c'est lui qui va le reconduire, c'est lui qui explique ça, tu sais, qui fait OK, tu sais. Tout va bien, il n'y a pas de danger, écoute l'orage, tout ça, puis c'est comme le. C'est ça, c'est le mâle alpha, c'est celui qui est tout en contrôle. C'est sa famille. C'est le pourvoyeur de la famille. Parce que la famille il deal beaucoup moins bien avec l'incertitude. C'est ça. D'ailleurs, il se fait tasser littéralement dans le 5e acte. En fait, du moment que Caroline disparaît, il se retrouve dépourvu parce qu'il ne sait pas quoi faire avec les mais je veux dire, même sa présence se trouve à être mise de côté dans le dernier acte. C'est comme il part avec son boss, il revient à la toute fin, il peut pas rentrer dans la maison. Essentiellement, il sort le taxi, là. Il est là pour les récupérer. Donc, c'est ça. Il se retrouve carrément, il se retrouve devant une situation que je sais pas quoi faire avec ça, puis je vis pas bien avec ça. Mais ça, c'est un des petits détails qui m'a fait plaisir. Quand il rentre chez lui, puis que Diana lui dit « Viens, il faut que je te montre de quoi. » Elle l'amène dans la cuisine et elle prend la peine de lui dire « J'ai besoin souviens-toi de quand on avait l'esprit ouvert. » Quand t'avais l'esprit ouvert. When we had. Moi je pensais que when we had an open mind. Donc, ça t'en dit beaucoup sur ces personnages-là en peu de mots. C'est super intéressant et ça vient très tard dans le film et soudainement t'es comme ok cool. Attends, mais moi c'est venu me chercher parce que je me dis tout le temps que les adultes, c'est de même pour quasiment tous les adultes deviennent adultes puis ont l'esprit un peu plus fermé, tandis que les enfants, encore une fois, le parallèle avec les enfants versus adultes, les enfants ont tout le temps l'esprit ouvert. Fait que là, elle est en train de lui dire rappelle-toi de ton enfance plus. Rappelle-toi de quand t'étais pas ton enfance, mais ça me donne l'impression jeune. OK. Mais si elle avait dit souviens-toi de quand t'avais l'esprit plus ouvert, ça aurait été une chose, mais c'est vraiment comme when we had an open mind. Et ça me donne l'impression de souviens-toi quand on s'est rencontrés puis qu'on avait 16 ans and we were like dreaming about shit and stuff. Mais il était plus jeune aussi. Il était plus jeune. Moi, le parallèle que je fais, c'est que, OK, on avait l'esprit plus ouvert, on était plus jeune, therefore, on va pouvoir accepter ça. Le plus jeune que t'es, le plus que t'acceptes, le moins que t'as peur. Fait que Caroline, elle a le moins peur. Le petit frère, il a un petit peu plus peur, puis après ça, l'autre, elle a genre, Dana, là, elle a une crise de panique, là, il est genre en train de pleurer sur les divans, puis elle, c'est comme, elle a super peur, tu sais. Puis le père, lui, il sait pas comment contrôler ça, puis la mère, elle avait un peu folle. Parce que, genre... Puis je pense que la mère focus sur le fait que sa fille est encore en vie. Ouais, c'est ça. Donc, elle focus sur l'espoir, alors que le père, lui, focus sur le désespoir de pas savoir quoi faire. De pas avoir de contrôle. C'est ça. Ouais. Puis je pense que le fait que Robbie soit celui qui se fait attaquer par l'arbre et par le clown. Le clown, c'est justement parce qu'il est en transition, lui. Il est plus tout à fait un enfant, puis il est pas encore tout à fait un adolescent. C'est intéressant, ça. Il est comme pris entre les deux, puis je pense que dans le fond, on en revient à l'imagerie du clown, justement. C'est que c'est vraiment, il est en train de passer de l'enfant à jeune adulte, puis le clown, c'est comme s'il essaye de le garder. C'est comme s'il essayait d'être maintenu dans l'enfance avec le clown. Là, il y a une scène dans le scénario, et là, ça fait partie des bouts que j'ai skimmé un peu dans le film. Fait que, entre le moment où les scientifiques sont dans la maison et le moment où ils amènent
Tangina. Dans le scénario, il y a une scène où la chef scientifique va à l'université voir un de ses mentors et ils ont une longue conversation par rapport au fait que il y a ça qui est en train de se passer et c'est lui qui la convainc d'appeler une médium. C'est dans le film, ça? Non. C'est ça, hein? Non. Moi non plus, cette scène-là me disait rien, puis là, comme j'ai skippé par-dessus... Non, parce que même dans le film, elle dit, avant de partir, elle dit, lui, il va rester avec vous autres. Il dit, mais l'autre, celui qui a eu la mésaventure avec le qui s'est fait mordre, là? Qui s'arrache la C'est le même qui s'est fait mordre? Oui, avec le poulet, le steak, et il se fait mordre. Genre, le gars, il se gâte à shit dans le steak. Puis là, ça a dit, lui, il reviendra pas. I don't blame the guy, I mean, god damn it. Puis là, après ça, elle dit, mais moi, je vais revenir. Elle dit, puis je vais amener de l'aide. Puis après ça, on passe... Anecdote d'ailleurs, dans la scène où il se regarde dans le miroir, il s'arrache la face et etc. Ce sont les mains de Spielberg. Ah ouais? Ouh! Intéressant. C'est le cameo de Spielberg. Apparently, I've been told that. I wasn't on the set, donc tu sais, je peux pas confirmer. Oui, c'est ça. Mais ça a l'air que c'est ça. Donc je trouve ça très cool comme anecdote. C'est comme Spielberg a un cameo dans le film, c'est les mains qui arrachent la face de quelqu'un. Bon, on peut-tu parler maintenant du débat, est-ce que c'est un film de Tobe Hooper ou est-ce que c'est pas un film de Tobe Hooper? Écoute. Non, mais oui, moi je trouve on peut en parler. Ultra Spielberg-esque. Oh yeah! Surtout, c'est sûr. Le premier point, en fait, c'est quelque chose que tu venais de dire là, à propos du fait que les personnages ont super bien... tu sais, le fait qu'il y a genre un poltergeist dans la maison, puis tous les personnages sont comme zen, sont assez relax avec ce qui se passe, tu sais. Puis là, je pensais à d'autres films de Spielberg, puis je me dis, c'est vrai que, genre, on dirait qu'il always paints the same picture. The characters sont tout le temps zen ou relax avec certaines situations. Puis le premier qui vient à l'esprit, tout le temps, je sais pas pourquoi, mais Indiana Jones. Indiana Jones, c'est un archéologue, c'est un prof d'université, mais à chaque fois qu'il trouve des affaires, il est jamais comme, wow! C'est tout le temps comme, oh! Oui, mais ça c'est Paul Pensal. Ça c'est et le personnage a été créé de même. Tu sais, c'est Lucas aussi qui a créé le personnage. Donc il y a comme une partie du Paul qui est comme nothing impresses me. C'est ça. Mais genre, c'est du Doc Savage, c'est du Bob Moran et compagnie. C'est vraiment un hommage à ce genre-là. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est un des rares hommages que tu fais. They sort of did it better. Je veux pas être plate là, mais c'est des films légendaires. Là, on s'écarte un peu, mais le premier Raiders of the Lost Ark, c'est le genre de film qu'à toutes les 10 minutes, il se passe quelque chose, comme un serial de l'époque. Fait que t'as vraiment... Ça arrête jamais. C'est ça. À toutes les 10 minutes, t'as une péripétie qui se termine, puis on passe à autre chose, puis on passe à autre chose. Ça vient à la même affaire de Spielberg. C'est Spielberg qui a écrit Poltergeist, right? Il l'a juste pas réalisé. Mais il voulait réaliser. Donc l'histoire de ça, c'est qu'il voulait réaliser le film, mais il était en train de finir E.T. Dans son contrat, c'était stipulé. Tant que t'as pas fini E.T., tu touches pas à un autre film. Tu réalises rien d'autre. Ça, c'est de la faute du studio, là? C'est de la faute du studio. Ils sont allés chercher Tobe Hooper, qui était ultra populaire du succès de Texas Chainsaw Massacre. Mais en fait, je pense qu'à l'époque, c'était Life Force qui était plus... comme le dernier qu'il avait. C'est ça. Parce que ça date quand même de 74, on s'entend. Vrai. Texas Chainsaw Massacre, fait qu'on est comme genre 8 ans plus tard. C'est vrai. Fait que, mais ouais, Life Force était un petit peu plus... Invaders from Mars aussi était dans l'époque, était peut-être un peu plus commercial comme film qui avait été fait, mais... c'est ça. Et donc, on se retrouve dans une situation où Spielberg est en montage sur E.T. Donc, sa présence n'est pas requise en permanence dans la salle de montage. Et il est en train de produire Poltergeist. Et là, t'as Tobe Hooper qui est un peu plus jeune et un peu moins, comment dire... Bon. Fort, non, je m'en ai dit. Un peu moins pesant à Hollywood. Et donc, il y a des gens... Il y a des comptes rendus de gens sur le tournage qui disaient ultimement qu'on avait des questions à poser, on allait les poser à M. Spielberg. Et il y a des scènes que Spielberg call les shots. Il était comme assis à côté de Tobe Hooper, à côté de la caméra, il disait non, vous allez faire ça de même. Moi, j'ai beaucoup trouvé que ça ressemblait à un film de Spielberg plus qu'autre chose. Oui. Ça suivait beaucoup le rythme. Et il y a des séquences qui sont, je veux dire, son blocking, t'en parlais, le blocking des acteurs, ou ces cadrages très spécifiques de, tu sais, quand les scientifiques ont les caméras braquées sur l'escalier, et là, tu vois la lentille qui focus elle-même. Ces shots-là sont Spielbergiennes à fond, là.
C'est cette espèce de mise en abîme de la caméra qui filme, une caméra qui filme ce qui est en train d'arriver. C'est très Spielberg, c'est l'amour du cinéma vu à travers Spielberg. Donc, ou même la scène où dans le fond ils sont tous dans le couloir, puis là ils demandent à la mère, appelle ton enfant, tout ça, puis c'est vraiment, je veux dire, c'est un long plan séquence, là, ça dure plusieurs minutes, ce plan séquence-là. C'est le plan sur le barge dans Jaws. C'est ça. C'est le plan séquence les acteurs se déplacent, puis la caméra bouge un peu. Ouais. Et toute la dynamique entre les acteurs change. Fait parce que toute la scène, c'est dans le fond, en premier, t'as Tangina qui est en avant-plan, tout ça, puis qui est en train d'expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire. Après ça, elle se recule, laisse la place à la mère qui se met en avant-plan, puis qui appelle, puis elle dit OK, ça fonctionne pas. On va demander au père de l'appeler, tout ça, soit plus agressif. Là, il est là, mais je suis pas agressif. Ouais, je fais pas ça dans la vie. Puis c'est vraiment comme tous les déplacements. Même chose quand les scientifiques arrivent dans la maison après qu'ils sont témoins des phénomènes, tout ça, puis ils descendent en bas, puis sont en train de discuter, ils ont tout installé les affaires, puis ils attendent. Puis là, la caméra elle fait juste se déplacer, puis les personnages se déplacent, puis la façon qu'ils se déplacent, la conversation est différente. Le thème de la conversation change, la façon que telle personne se place de tel côté de la pièce, tout ça. Ben là, il y a une opinion sur tel sujet par rapport à les autres. Après ça, les discussions se font. Puis là, tu vois, les personnages, c'est du Spielberg. Ouais. C'est Spielberg sans. Ce qui est dommage, c'est que j'ai jamais vraiment vu de film, ou peut-être je suis pas au courant, mais des films de Toby. Fait que je pourrais pas vraiment faire le contraste de dire quel aspect vient plus de Toby. Genre, qu'est-ce que. Comme je vous dis, dans le fond, le seul qui me vient en tête vite fait comme ça qui pourrait se rapprocher d'un poltergeist, c'est Life Force ou Invaders from Mars. Ouais. C'est vraiment les deux qui me viennent en tête vite fait comme ça. Peut-être qu'un fan de Toby Hooper pourrait me dire non, regarde plus ça, blablabla. Mais mon point est, moi j'ai l'impression que c'est à 90% un film Spielberg. Ben écoute, attends une minute, soyons honnêtes là. Et quand même, Toby Hooper aurait voulu mettre sa griffe dessus plus que ça. On parle de... C'est écrit par Spielberg, c'est produit par Spielberg, il était sur le plateau, puis il était dans la salle de montage. Donc, il a mis ses mains dans face de l'autre. Ouais, most likely, c'est sûr, c'est certain. Je veux dire, même Tangina, Zelda Rubinstein, elle même dit, elle dit tout le long que j'étais sur le plateau de tournage, j'ai dit c'est Spielberg qui réalisait le film là. C'était pas Toby Hooper. Toby Hooper il était dans un coin, il était souvent hangover. Oui, non, c'était un gars à l'époque. Tu parles d'une anecdote. Là, on est en train de se dire que Toby Hooper il n'y avait rien à voir. bold statement. Mais c'est ça, mais c'est ce que j'ai lu. Je veux dire, la plupart du temps, il était hangover dans un coin ou je veux dire, c'était la grande époque des Quaaludes. Anyway, fait que. Des quoi? Quaaludes. T'as pas vu Wolf of Wall Street? Non. OK. Anyway, tout ça pour dire que c'est ça, c'est que Spielberg qui était là, dans le fond, Toby Hooper servait à mettre son nom sur l'affiche à cause que. Pour que Spielberg puisse avoir fait un film et juste comme pas. Il y avait besoin d'un scapegoat. Il y avait besoin de quelqu'un pour prendre sa place. Ça a l'air qu'après, dans la campagne de marketing du film, Spielberg aurait maintenu non, c'est un film de Toby Hooper, c'est un film de Toby Hooper. Et il y a potentiellement un entrevue, on s'en a fait parler récemment, c'était Julien Sévéron, je pense, qui nous avait dit qu'en France, il était allé faire une entrevue et qu'il y a quelqu'un en France qui lui avait demandé point blank, est-ce que c'est toi qui as réalisé le film? Et en France, il y aurait comme eu le petit laisser-aller de faire une fois. Je me demande si on lui demandait aujourd'hui, genre, s'il s'en calisserait puis il dirait, I had a large part to play in this. Bon, he had a large part to play. Je veux dire, qu'il l'ait réalisé ou non, c'est comme. Il y a certains films, des fois, on va parler d'un film de Jerry Bruckheimer. Il a produit le film, là, il l'a pas réalisé, mais il est tellement gros dans le. C'est comme son nom est. Mais en même temps, je pense que Spielberg est assez fier. Pour dire, tu sais, il se l'est caché au début pour pas se faire poursuivre. Parce qu'un studio qui poursuit un réalisateur, c'est le studio qui va gagner tout le temps. J'ai rarement l'impression que tu signes un contrat, c'est le contrat qui stipule tel truc. Là, ça fait au-dessus de 25 ans de ça. Là, je suis pas mal certain qu'il peut dire c'est moi qui l'ai fait. 40 ans, man.
I'm really bad 40 ans cette année. 40 ans, 82, dude. On est en 2022, shit. Oh shit. Yeah. 40 years. Yep. Damn. Yep. Fait que, ouais, tu sais, pour dire 40 ans plus tard, je suis pas mal certain si on lui demandait, il ferait genre, ouais, c'était moi. Je sais pas si, genre, je pense pas qu'il se sentirait le devoir de donner tout le crédit à Toby 40 ans plus tard, quand il sait qu'il a, genre, créé un petit chef-d'œuvre, là, tu sais, il a fait quelque chose de cool, là, tu sais. Je pense qu'il serait fier de prendre le crédit pour ça. Ouais, moi, je pense que c'était un film de Spielberg aussi. Alright. Donc, Ouais. wrap up. Ouais. Scénario versus film. Pas tant de différences. Les différences sont généralement justifiées, justifiables. Oui. Ouais, c'était So minime. far, so good. C'est Ouais. ça, c'était minime. Il y avait rien qui était. Les différences n'étaient pas importantes. C'était rien qui a vraiment changé. J'ai vraiment préféré le scénario au film ou vice-versa. Moi, évidemment, je préfère toujours les films parce que t'as vraiment plus. Je suis quelqu'un de plus visuel. J'ai de la misère en lecture, là, c'est tout le temps mon défaut. Mais c'est ça. Dans le contexte où c'est un des scénarios que j'ai lu qui est, je pense, le mieux écrit que j'ai lu so far. Très fun à lire. Oh my god, c'est super divertissant. Ouais. Donc dans ce contexte-là, je veux dire, en fait, sérieusement, je vous invite tous à lire ce scénario-là, ça vaut la peine. C'est un masterclass sur comment écrire un scénario. Yep. Comme d'habitude, on va toujours laisser un lien où vous pouvez aller trouver le scénario pour vous-même si vous voulez le lire dans les commentaires. Pas dans les commentaires, dans la description. J'ai envie de dire, Ouais. et j'en ai pas parlé encore. OK. Quand j'ai commencé à lire le scénario, j'ai eu un petit moment de La première page écrit For education purposes only. Ce que ça me dit, et ça arrive assez régulièrement. Donc, une boîte de production ou un réalisateur ou des fois c'est par rapport aux Oscars, ils vont mettre le scénario disponible comme out there. Le scénario est copyrighté. Donc, quand ils disent for educational purposes only, ça veut dire vous vous servez de ça pour vous éduquer sur comment faire un film. That's fine. Prenez pas ça pour faire un film parce qu'on va vous poursuivre. Obviously, il y a comme un copyright dessus. Mais ce que ça veut dire, c'est post-film, il y a quelqu'un qui est repassé dedans, qui a cleané les affaires et qui l'a retapé pour des raisons éducatives. Ça se fait après le film. Donc la version du scénario qu'on a lu, malgré les quelques différences qui sont très intéressantes et éducatives justement, ressemble plus au film. A potentiellement été cleané d'autres scènes qui peut-être étaient là et qui n'ont pas été gardées et qui après ça ont juste comme été délitées. Genre cette scène-là, on l'a complètement, elle sert à rien. Okay. Si on gardait la scène de viol, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas gardé le reste? Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que je te dis, quand j'ai commencé à le lire, j'ai eu un petit moment de recul. Puis au fur et à mesure que je lisais, ça a fait comme, ok, je pense qu'il y a assez de changements pour dire qu'ils l'ont peut-être cleané, mais ils l'ont pas, c'est pas comme un cas de, ok, on va reprendre le film puis on va le retranscrire. Donc, oui, c'est probablement le scénario. Est-ce que des fois, il y a des trucs, il y a peut-être des pages qui ont été ajoutées pendant le tournage, il y a peut-être des affaires, tu sais, comme des green page, blue page, etc., qui s'ajoutent. Tu sais, ça m'est arrivé de lire un scénario que tu vois que les pages ont été ajoutées, genre, parce qu'à un moment donné, il y a une scène qui finit pis t'as une demi-page blanche, t'es comme, demi-page blanche d'un scénario never happens. Ça arrive juste quand ça a été réécrit comme la veille. Bon. Et il n'y a pas ça là-dedans. Donc, c'est une version cleanée, c'est une version propre de ce scénario-là. Mais c'est ça. Donc, c'est la petite constatation que j'ai eue, c'est ça. Ceci dit, il était cœur à le scénario. Allez lire le scénario. C'est vrai qu'il est le fun. C'est vrai qu'il est le fun. Ouais. Ben, j'espère que vous avez aimé ça, notre épisode sur Poltergeist. Prochain projet. Comme d'habitude, laissez-nous savoir dans les commentaires quel genre de projet que vous voulez qu'on fasse, toujours dans le realm de l'horreur. Mais sinon, nous autres... Moi, j'avais envie de proposer un film qui est cher à mon cœur, qui est très proche ici. J'ai envie de proposer The Thing. De John Carpenter. Ben écoute, on va voir, c'est à vous de voir quel épisode va sortir après celle-là. On le sait pas encore, mais on espère vous voir là. Puis si jamais vous avez des commentaires, ben laissez-les en bas. Puis c'est sûr qu'on va toutes les lire, on va les répondre. Puis merci à vous. Yep. Puis ben Danny, merci d'être venu. Hein? C'était un plaisir. Toujours. Ciao tout le monde. Ciao. Cheers. Ow!